Bonjour, je suis Jean-Philippe Lorinquer. Vous êtes bien sur le podcast dédié à l'industrie 4.0 d'OSS Venture pour parler de transformation vers l'industrie du futur et de convergence entre les mondes du manufacturing et de la tech. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir l'actualité de l'industrie 4.0 et de l'IA dans le manufacturing. Donc, comme à chaque fois, j'ai la chance de recevoir un invité particulier avec un parcours incroyable. Pour ce 21e épisode, on a frappé très fort, puisque notre invité s'est donné pour mission de faciliter le traitement du cancer. Oui, rien que ça. J'ai donc l'honneur et la chance de recevoir Bertin Naoum, directeur général et fondateur de Quantum Surgical. Bonjour Bertin. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Juste une petite rectification, je ne suis pas directeur général, je suis président. Mais bon, voilà, c'est Je prie juste de m'excuser. une Je petite... suis nul en titre. Et je suis d'autant plus honoré. Alors, du coup, que tu veux bien nous consacrer. Voilà. Moi, je suis évidemment très humble de te recevoir car au-delà de la mission hyper impressionnante que tu t'es donnée avec les équipes, tu as un parcours incroyable de multi-entrepreneur dont on va parler. Et au cours de cet entretien, évidemment, j'aimerais qu'on parle de toi, de ton parcours d'individu, d'entrepreneur, de Quantum Surgical et évidemment du petit robot Epion. Et j'aimerais aussi qu'on puisse passer du temps sur quelque chose que je trouve extrêmement difficile. Lancer une start-up, c'est déjà dur, mais lancer une start-up hardware dans un domaine qui est aussi pointu et réglementé que le secteur médical, franchement, j'ai le sentiment que tu as attaqué l'Everest par la face nord et en tongue. Mais tu vas nous expliquer tout ça. Et avant de commencer, j'aimerais apprendre à ce qu'on te connaisse mieux. Donc, ma première question, c'est tu es franco-béninois, tu es né à Dakar. Comment tu te retrouves à faire tes études à Lyon il y a quelques années de ça? Alors tout à fait, donc en fait, mes parents sont venus s'installer en France alors que j'étais encore très jeune, j'avais à peine 1 an, Ah oui, donc dans la région lyonnaise. Donc en fait, voilà, j'ai très peu connu le Sénégal et encore moins le Bénin. Et donc j'ai grandi en région lyonnaise et ensuite j'ai suivi des études, on va dire, classiques. J'ai passé un bac scientifique, à l'époque ça s'appelait un bac C, jadis. ouais, J'ai- ça me parle, moi, mais Voilà, peut-être que nos auditeurs, mais moi, ça me parle. absolument. J'ai ensuite poursuivi des études technologiques avec un IUT. J'ai obtenu un DUT en Ouais. génie électrique. J'ai ensuite poursuivi mes études, c'était au tout début donc des premiers échanges Erasmus. Et dans Ah, ce cadre-là, je suis parti en Angleterre pour donc poursuivre mes études, au terme desquelles j'ai obtenu un Master of Science en robotique. Et j'ai ensuite, on va dire, intégré l'INSA de Lyon, euh, au terme duquel je me suis vu délivrer un diplôme d'ingénieur en génie électrique et automatique. mais Voilà. alors, sans dévoiler ton âge, la robotique au début des années 2000, c'était pas le truc le plus avancé, qui était le plus sexy. Enfin, la robotique, on la voyait dans les usines, mais pourquoi tu as été vers ce terrain? Qu'est-ce qui t'a attiré en particulier? C'est les films de science-fiction? C'est quoi? Alors, j'ai 55 ans. Et effectivement, la robotique, en fait, est présente depuis un certain nombre de décennies maintenant, hein. Et effectivement, moi, à l'époque où j'ai fini mes études, c'était la grande mode de l'automatisme, de l'automatique, la robotique. On parlait de programmation, d'automates, etc., etc. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, c'est plus ce côté un petit peu ludique qui m'a plu. Et je dirais que ce qui a surtout compté, c'est ce virage vers le secteur médical. D'accord. Et tu l'as effectué quand, du coup, ce virage? Alors, c'était au sortir de mes études d'ingénieur à l'INSA, en toute fin d'études, j'avais pris part à un projet de fin d'études en collaboration à l'époque avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Ouais. Et il s'agissait d'un projet de fin d'études d'étudiants qui réunissait des étudiants qui étaient reconduits d'année en année et qui consistait à développer une solution d'assistance, on va dire, de diagnostic automatique pour des lésions intracrâniennes. Donc, D'accord. on était dans les balbutiements de Ah oui. l'intelligence artificielle déjà à l'époque. Ouais, ouais. Et donc, au-delà du sujet qui effectivement avait son intérêt, c'était la première fois que je me voyais immergé dans le secteur de la santé, dans un environnement hospitalier avec des soignants, etc. Et c'est vrai que ce fut une révélation pour moi. Jusqu'à présent, j'avais fait des études
plutôt avec des choix par défaut. Ouais. Bon, j'étais plutôt moins mauvais dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires. Donc voilà, j'ai suivi le parcours classique divers et variés. Et j'étais jusqu'à présent pas très inspiré par ce que j'allais faire à l'issue de Tu n'avais ma pas trouvé ta formation. passion encore. Ouais. Absolument. Jusqu'à ce jour où j'ai découvert la façon dont la technologie pouvait être mise au service de ce qu'il y a certainement de plus noble, le soin des patients. Ouais. Et donc, du coup, ça a été une révélation pour moi et j'ai décidé de me lancer dans ce secteur-là. Et c'est à partir de là que, au sortir de mes études, j'ai commencé dans le secteur de la santé. Et comment tu as fait tes classes? Parce que on en parlera juste après. Avant de lancer ta première boîte vers 30 ans, tu as tourné justement dans ce milieu à la fois médical et robotique. Qu'est-ce que tu as fait de particulier qui t'a justement à un moment permis d'avoir l'idée de la boîte d'après dont on parlera juste après? Alors, j'ai eu un parcours assez classique, hein, c'est-à-dire les jeunes diplômés ingénieurs, souvent ils se retrouvent, lorsqu'ils poursuivent leurs études dans des boîtes techno, ils font ce qu'on appelle le développement. Grosso modo, je faisais du développement logiciel, donc dans une société à l'époque grenobloise. À l'époque, on n'utilisait pas le terme de start-up, mais je crois qu'aujourd'hui, avec nos yeux, on dirait que c'était une start-up. Ouais. Et donc, après quelques années à vraiment faire du code, hein, comme on dit, Ouais. j'ai changé on va dire de fonction pour occuper des postes de terrain, un poste beaucoup plus de terrain, où je faisais ce qu'on appelait du support technique et on va dire de la formation pour des équipes médicales. Autrement dit, nos dispositifs étaient donc installés dans des hôpitaux et ma fonction, c'était de former les équipes, d'assurer la maintenance, etc. Et ça a été vraiment très, très riche d'enseignement parce que je me suis retrouvé vraiment au quotidien dans les salles d'opération avec les équipes médicales. Et j'ai beaucoup appris sur en fait la façon dont la technologie pouvait aider au quotidien les praticiens et surtout quels étaient les challenges auxquels il fallait se confronter. Mais il y avait déjà des robots d'assistance médicale à l'époque qui existaient ou Absolument, on était au tout début hein, donc j'ai eu la chance effectivement de commencer très très tôt dans ces secteurs-là et on était vraiment dans les pionniers, hein, dans les sociétés qui étaient pionnières dans ces technologies. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que tu as fait 2-3 ans de recherche utilisateur, ce qu'on appelle recherche utilisateur, hein, c'est-à-dire de bien comprendre la problématique de tes futurs clients ou plutôt futurs utilisateurs que sont les chirurgiens. Euh, euh, et donc, à un moment donné, tu t'es dit, je crois que j'ai compris un truc que les autres n'ont pas encore compris, et du coup, je vais me lancer. Ouais, c'est presque ça. Alors même plus précisément, euh, dans la dernière société pour laquelle je travaillais en tant que salarié, justement, je commence à avoir quelques idées. Et à l'époque, je suis allé voir donc mes boss, mon boss de l'époque, et pour lui dire, voilà, moi j'ai une idée, je pense qu'on devrait faire ci, ça, on devrait développer une solution qui fait telle ou telle chose. Donc, j'avais d'excellentes relations avec mes supérieurs hiérarchiques, mais ils m'ont fait comprendre que bon, oui, pourquoi pas, mais tu comprends, maintenant on a le temps, peut-être demain, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, si tu es aussi convaincu donc, du bien fondé de tes idées, ben, t'as qu'à le faire. Et c'est donc là que j'ai décidé de démissionner et de me lancer. Et bon, alors, là, tu danses MedTech. Absolument. Bon, tu nous parles un peu de cette aventure formidable. Alors, je me lance effectivement sur une idée. Alors, à l'époque, c'était là aussi les balbutiements d'un concours que beaucoup, on va dire, de start-upers connaissent. À l'époque, ça s'appelait le concours d'aide à la création d'entreprises de technologie innovantes. Depuis, ils ont changé le nom, je ne me souviens plus quel est le nom. C'était, c'était un concours qui était piloté par l'équivalent de BPI France, qui à l'époque s'appelait l'ANVAR, après qui a Ouais, ouais, changé. je me souviens Voilà. très bien. Voilà. Oh, putain. Je me sens moins vieux avec toi, j'aime bien. On a des mêmes références. Voilà. Et donc, en tant que lauréat de ce concours, je me suis vu octroyer donc, en fait, une subvention qui m'a permis de me lancer, de créer la société et de commencer avec une toute petite équipe. On était trois, puis bientôt quatre, à se lancer dans le développement d'un robot pour la chirurgie du genou. Robot qui s'appelait à l'époque Brigitte, Ouais. qui avait vocation à obtenir, à aider les praticiens dans la chirurgie dite mini-invasive du genou. Donc, on développe cette technologie de A à Z avec nos moyens du bord. À l'époque, on a beaucoup de difficultés à convaincre des fonds d'investissement de nous accompagner. Bah La ouais. chance que l'on a, et c'est l'un des points forts de l'écosystème français, c'est qu'on bénéficie de beaucoup d'aides publiques, de l'État, etc., etc. Ce qui nous permet quand même d'avancer. Et puis quand on commence vraiment à arriver au bout,
on va dire, ça commençait vraiment à être très compliqué au niveau de trésorerie. Un jour, on a un coup de téléphone d'un groupe américain qui nous appelle et qui nous dit, écoutez, on a entendu parler de ce que vous faites, ça nous intéresse, on voudrait en savoir plus. Voilà, essayons de faire des choses ensemble. Donc, grosso modo, ça va durer à peu près, allez, 1 an et demi. Où on va collaborer avec cette société et puis au bout d'1 an et demi, ils vont nous faire une proposition de rachat de la société. Voilà. Ok. Donc, première vente de C'est boîte. ça. Alors en fait, alors finalement, le deal c'était un rachat de la société. Et puis finalement, je discute avec mes collègues de l'époque et en fait, on n'a pas spécialement envie d'aller bosser pour un grand groupe. Donc, je retourne vers le groupe et je dis, bah, écoutez, plutôt que vendre la société, je vous propose de vendre l'ensemble des actifs, les brevets, les prototypes, etc. De Brigitte. Et puis, nous, on continue de notre côté avec un projet non concurrentiel, bien évidemment. Et donc voilà, donc c'est ce que l'on a fait. Et puis après cette première aventure avec le robot Brigitte pour le genou, c'est à partir de là, on est en 2007, on se lance dans un nouveau programme de recherche pour développer un robot pour le cerveau, cette fois-ci, le robot Rosa. Alors, c'est marrant parce que tu vois, moi, je me souviens d'avoir vu des reportages sur Rosa. Tu gagnais à peu près tout ce qui se passait en termes de classement de start-up innovantes. T'avais pas été, c'était pas un des Big Four, Price ou Absolument. ouais, On a eu un classement par la revue Discovery Series qui nous avait effectivement identifiés, etc., etc. ouais, alors moi, je regardais ça de très très loin et je me disais putain, c'est formidable, on a enfin des Français qui font des trucs de dingue. C'était déjà à Montpellier, hein, c'est ça? Ouais, on était à Montpellier. En fait, on a été à cette époque-là, on avait des activités au Canada. Et en D'accord, fait, c'est au Canada qu'ils nous ont identifiés à Montréal. d'accord. Et juste pour bien comprendre, euh, un robot, euh, c'est quoi les contraintes quand tu veux créer un robot médical, robot chirurgical ou robot médical? Parce que tu as du hardware, tu as du software, tu as de la liaison réseau. Parce que moi, je me souviens de ces images où tu avais le fameux chirurgien qui est à l'autre bout du monde, mais qui est le spécialiste. Tu as des contraintes réglementaires de dingue, tu as du financier. Comment tu gères comme tout ça, sachant qu'en plus, c'était ta première boîte? Mhm. Donc, comment tu as fait? Alors, avant toute chose, je pense que c'est important de préciser que la robotique médicale, ça n'est pas une innovation technologique. C'est une innovation d'usage. C'est-à-dire que, bien évidemment, sans sous-estimer les technologies qui sont mises en œuvre, en fait, on ne révolutionne pas grand-chose d'un point de vue purement technologique. C'est-à-dire que les technologies qui sont mises en œuvre, que ce soit de la robotique, de la mécanique, du logiciel, etc., c'est des choses qui existent dans différents domaines. Là où, on va dire, se concentre l'innovation et la difficulté, c'est dans l'utilisation de ces technologies dans un contexte très particulier, qui est le contexte médical, avec toutes les contraintes qui sont liées, notamment les contraintes réglementaires. L'innovation est dans le cas d'usage. Absolument. Et donc, et tout ce que cela s'implique, et notamment, et surtout, notamment la dimension réglementaire. Donc, c'est des choses qu'on a appris, tout simplement, sur le tas. Voilà, on s'est un peu cassé les dents, bien évidemment, au début. Puis je dois aussi dire que la barrière réglementaire s'est levée avec les années. Très objectivement, la barrière réglementaire, il y a 20 ans, ce n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a été capable de faire en tant que pionnier dans ces secteurs-là, il y a 20 ans de cela, qui aujourd'hui seraient beaucoup plus difficiles. Ouais, comme ça n'existait pas, c'était pas encore interdit, quoi. Disons que, alors c'est pas que c'est pas interdit, parce qu'en fait le cadre réglementaire existait déjà, c'est toujours ce qu'on appelle le marquage CE en Europe, la certification de la FDA aux États-Unis, ça existait déjà. Simplement, je dirais que le parcours réglementaire était différent. Était différent. En particulier, je vais donner un exemple. À l'époque, il était possible, si on se débrouillait bien, avec un parcours réglementaire bien assez intelligent, de pouvoir obtenir une autorisation réglementaire sans faire d'essais cliniques. Ah, Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'accord. de certifier un dispositif médical de cet ordre-là sans essai clinique. Donc un essai clinique, on va dire, ça a différentes conséquences, notamment des conséquences financières, parce que faire un essai clinique sur des patients, ça coûte de l'argent, etc. Donc, nous, à l'époque,
Par exemple, on a eu la chance, nos premières technologies, on a obtenu les certifications réglementaires sans faire d'essais cliniques. D'accord. Et est-ce que tu n'as pas vécu avec Rosa? Est-ce que tu ne vis pas non plus avec Piron? Voilà. Et donc, Epion, c'est encore plus complexe. C'est encore plus complexe. La barrière à l'entrée, comme dans beaucoup de domaines, elle est de plus en plus haute, de plus en plus difficile à franchir. D'accord. Et donc, pour ceux qui l'ont franchi, ben, c'est tant mieux. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. D'accord. On va parler un peu financement parce que Ouais. il y a plein de débats autour du financement des sociétés innovantes, selon qu'elles soient logicielles, Mhm. servicielles ou hardware. Mhm. Une des grosses difficultés du hardware, c'est que la phase amont nécessaire au financement de l'innovation, du prototypage, etc., jusqu'au passage à la production de masse, le temps est beaucoup plus long que quand il faut faire du logiciel. On le connaît, nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du logiciel, parce qu'on sait que le hardware, c'est très, 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 très dur. Mhm. Euh, donc, tu nous as expliqué rapidement tout à l'heure que tu avais eu la chance d'avoir des subventions de l'ANVAR, Mhm. équivalent des pays aujourd'hui. Euh, mais tu n'as pas fait que ça. Tu as été jusqu'à faire une introduction en bourse en 2013. Mhm. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Nicolas Sordet, patron d'Afiren, qu'on a reçu juste avant toi, qui a lui aussi réussi ça, sauf que lui, c'était un ancien trader, donc c'était pas son métier, mais il connaissait un peu le secteur. Comment comment tu as géré tous ces aspects financiers, sachant que tu étais à l'époque jeune ingénieur, pas forcément financier, euh, tu as réussi à t'entourer, comment tu as géré tout ça? Alors, d'une façon générale, le parcours financier de MedTech a toujours été très complexe, très compliqué. On a toujours eu beaucoup de difficultés à convaincre les investisseurs. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'inventivité, ce qui a eu pour conséquence notamment qu'en fait, on a eu très peu de dilution, hein, y compris lorsque la société a été vendue, on avait pas Ça, beaucoup de c'est bien. dilution. Voilà, Ouais. donc ça c'est bien. Donc, si on parle de la question de l'introduction boursière, c'est justement la conséquence d'une difficulté. Je vais faire simple et court. Je venais de conclure après près d'un an, beaucoup de difficultés, de conclure un tour de table avec des investisseurs. Et grosso modo, les choses s'étaient assez mal passées. Des investisseurs qui, un jour avant la signature, changent complètement les conditions, qui d'un seul coup vous disent bah non, finalement, on ne vous donnera pas ça, mais on aura beaucoup moins. Bref. Et puis on conditionnera le reste. Bon. Et je me suis dit, bon, allez, on ne peut plus continuer comme ça, sans parler, sans parler d'un élément qui est très important et que beaucoup de personnes, de start-upers connaissent, ce sont ces pactes d'actionnaires qui, à un moment, deviennent C'est impossibles. l'enfer. C'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on est des investisseurs qui s'octroient des droits absolument Ouais, qui peuvent être incroyables. complètement autour et parasitaires Voilà, ouais, aux intérêts de l'entreprise et surtout des fondateurs. absolument. Donc, avec 5% du capital, ils décident qu'ils font la pluie le beau temps dans la société. Donc, avec tout ça, je me suis dit, bon, stop. Je crois que là, c'est le moment de faire quelque chose. Euh, le marché boursier commençait à s'ouvrir à l'époque. On était en 2000. Il y a eu une fenêtre, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai vu la fenêtre qui commençait à s'ouvrir. On est en 2012. Ouais. Je vois la fenêtre commencer à s'ouvrir. Je me dis, il faut y aller. Et s'il faut y aller, il faut y aller maintenant. Je venais de clôturer ma levée de fonds. Et je savais à l'époque que, bien sûr, rentrer en bourse, ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, je me suis dit, si on n'y va pas maintenant, qu'on a de l'argent, justement, peut-être dans un an, ce sera trop tard. Même si on veut y aller, on n'aura pas les moyens d'y rentrer. Tu as levé des fonds pour payer ton entrée en bourse. Exactement ça. Exactement. Et donc, j'ai décidé effectivement de lancer quasiment quelques mois après la levée de fonds, donc la procédure qui a duré en gros 6 bons mois, euh, C'était plutôt qui, rapide. voilà, qui nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à l'époque. Hein. Et au terme duquel, là encore, ça n'a pas été facile, mais on a fini par réussir à lever 20 millions, qui ont été un game changer, hein, parce que je dirais que jusqu'à présent, on avait fait des tours de table de 1 million. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fruit de la première sortie, on l'a réinvesti Ouais, je me doute. donc, dans les R&D. Donc, on a fait un espèce de, voilà, c'est comme un espèce de tour de table, mais sans nous diluer du coup.
Et donc voilà, donc on a levé 20 millions. Donc ça a été effectivement, en tout cas, un boost. Et on a également, en étant une société cotée, ça a vraiment simplifié le fonctionnement de la société, puisque l'avantage d'une boîte en bourse, c'est qu'en fait, on a une égalité, hein, donc des actionnaires, qui fait que en fait, c'est en fonction de ce qu'on détient, et donc les investisseurs étaient ramenés grosso modo à leur détention du capital. Donc là, c'était un peu l'autoroute pour nous pour faire ce qu'on Ouais, voulait. mais d'un autre côté, ils étaient contents parce qu'ils avaient la liquidité sur leur participation. Donc, Ouais, c'est ça, absolument, c'est pas absolument. bien. Absolument. Donc voilà, donc ça a duré pas très longtemps en fait, hein, puisqu'en fait on est rentré en 2013. Et en 2016, donc 3 ans plus tard, on a reçu une offre de rachat de la société. Et tu l'as bien vendu aussi. Les chiffres sont publics. On parle de Ouais, 164 millions, toujours à Timmer. Donc, tu avais gardé de bons contacts. j'ai toujours de très bons contacts avec eux. Alors, ça peut paraître une somme significative, mais en fait, on a été vendu très en dessous de ce que valait la société. Ah. Donc ça, on en a eu la conclusion, on en a eu la confirmation. Je le savais à l'époque, j'ai eu la confirmation à maintes reprises, y compris de la part de Zimmer Biomet, que j'ai rencontré à plusieurs reprises depuis, les dirigeants qui disent, bah, nous, en fait, on a fait une super affaire. Juste pour donner un chiffre, pour bien comprendre en fait de quoi on parle, aujourd'hui, j'ai dîné il y a quelques mois de cela avec le CEO de Zimmer Biomet à New York, et qui m'expliquait qu'en fait, le robot Rosa, qu'ils ont donc racheté au travers de MedTech, est au centre d'un business de 800 millions de dollars par an. Par an. C'est-à-dire que le robot Rosa leur a permis de créer un business de 800 millions de dollars par an. Ils ont acheté ça 164 millions. Bon, donc ça va. Eux, ils s'en sont bien sortis, on est d'accord. Ouais. Mais moi, j'ai une question parce que là, on est en 2016. Mhm. Même si la valorisation aurait pu être plus importante et même si tu avais déjà des actionnaires et que tu avais en partie mis ta société en cotation, donc tu ne détenais pas 100% des parts, tu as quand même dû recevoir un joli chèque. Mhm, tout à fait. Tu es à Montpellier, la plage n'est pas loin, Mhm. fait beau. Pourquoi tu n'es pas parti à la retraite? Oh, ben, je pense qu'on ne se refait pas. En fait, je dirais, euh, je dirais que la très grande majorité des entrepreneurs ont le même parcours. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'anime, ça a jamais été, on va dire, l'argent, comme on dit. C'est parce que c'est l'aventure entrepreneuriale qui m'anime. C'est vrai que lorsque la société a été rachetée par le groupe Zimmer Biomet, il m'avait offert à proposer un poste de VP, etc. Ouais, Voilà. Je savais que je n'allais pas rester très longtemps, sûr. et eux le savaient également. Oui. Je me disais, bon, allez, je vais essayer de faire 1 an, c'est bien, histoire de comprendre ce que c'est, la vie dans un grand groupe. En fait, j'ai craqué au bout de 2 mois ou 3 mois. Au bout de 2 ou 3 mois, j'ai craqué. Je suis Non pas pas que sûr. les choses, non pas que les choses se passaient mal, mais simplement, c'est pas mon ADN. C'est simplement pas mon ADN. Et encore une fois, il y a pas de, Il n'y a pas de jugement. il y a pas de jugement, il n'y a pas de connotation péjorative ou positive. C'est simplement chacun, en tous les cas. Moi, ça ne me correspond pas. C'est pas Donc, ton moteur. Ouais. voilà, c'est pas mon moteur. Donc, je me suis relancé dans l'aventure entrepreneuriale, et j'ai eu la chance d'avoir donc deux des piliers de la société trois d'ailleurs, qui ont décidé de m'accompagner dans ce projet entrepreneurial. Donc, on est partis tous les quatre ensemble, hein, Ouais. systématiquement. On a créé la société. On a mis à peu près. En fait, quand on a créé la société, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On s'est dit que on pensait avoir identifié quels étaient les critères de succès de la Ouais. robotique, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais pas plus de vision très claire sur ce qu'on allait faire. Et on s'est donné quelques mois pour faire un petit peu le tour donc des potentielles applications, et voir celles qui effectivement cochaient les cases de ce que l'on considère comme étant les critères de succès. Et c'est dans ce cadre-là on a abouti au secteur de l'oncologie, et notamment et en particulier de l'ablation percutanée, et avec la solution Epion. Alors, c'est hyper intéressant. Là, j'espère qu'il y a des gens qui actuellement sont en train d'essayer de lancer leur solution robotique. Tu sembles avoir théorisé, ou en tout cas bien réfléchi à ces critères de succès. Est-ce que tu peux nous les partager?
Oui, absolument. Alors, dans le secteur, encore une fois, médical, on va mettre de côté la dimension robotique, même si elle compte. On va élargir cela au débat des solutions d'assistance. C'est vrai que si on revient sur la notion de robotique, en fait, pendant longtemps, les gens ont pensé qu'en fait, la robotique allait apporter à la médecine, à la chirurgie, ce qu'elle a apporté au secteur industriel. Qu'on allait gagner en productivité, qu'on allait réduire le coût des opérations et tout. En fait, ça, on n'a jamais vraiment réussi à le démontrer. C'est-à-dire qu'une opération avec un robot, en général, ça coûte plus cher qu'une opération sans robot. Ok. Une opération avec robot, à part dans quelques cas relativement rares, souvent ça prend autant de temps, voire un peu plus de temps qu'une opération sans robot. Ok, il y a une préparation du patient, etc. Absolument. Donc on dit, Ouais. mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt? Ben, en fait, il y a un bénéfice que la robotique a démontré, et c'est sa capacité à démocratiser un acte à forte valeur ajoutée. Je m'explique. En fait, il y a des actes, il y a des traitements dont le bénéfice a été démontré par les praticiens eux-mêmes, hein, donc c'est pas nous les ingénieurs, il y a des études qui ont démontré que un acte en question a un bénéfice patient qui est indiscutable. D'accord. Mais parfois, ces actes sont des actes qui sont très difficiles à réaliser. C'est La souvent ce technique. qu'on appelle des actes mini-invasifs, c'est-à-dire D'accord. qu'ils se font au travers Ok. d'une incision relativement limitée. Ce sont des actes dont le bénéfice patient est indiscutable, mais qui sont très difficiles à réaliser. La courbe d'apprentissage du chirurgien est extrêmement complexe. Absolument. Et Ok. donc, il y a peu de praticiens et donc très peu de patients qui en bénéficient. Ok. Et c'est là que la technologie rentre en compte, comme on le voit dans beaucoup de domaines. La technologie permet de démocratiser, c'est-à-dire de permettre à beaucoup plus de praticiens, notamment les jeunes, moins expérimentés, etc., de pouvoir proposer un traitement qui précédemment n'était réservé qu'à un nombre relativement limité de patients, grâce à l'assistance, grâce à la robotique. Ah, génial. Donc en fait, si on parlait en mode stat ou proba, tu augmentes l'espérance de gain patient, non pas en augmentant le gain patient, mais en augmentant la proba de réussite de l'acte, parce que Ouais. tu vas soutenir l'acte du chirurgien et sa capacité à l'exécuter de façon parfaite, même s'il n'en a pas fait déjà 4000 derrière lui. Donc la courbe d'apprentissage est fortement réduite grâce à. C'est génial, ouais. Je vais donner un exemple pour le coup qui est une société qui n'est pas une société que j'ai créée comme ça, voilà. Bon, beaucoup de tes auditeurs auront peut-être entendu parler d'une société qui s'appelle la société Intuitive Surgical et un robot qui s'appelle le robot Da Vinci. Alors, D'accord. Intuitive Surgical, ça parle pas beaucoup aux gens, mais c'est une société qui a été créée dans les années 90, qui aujourd'hui a une capitalisation boursière aujourd'hui, d'avoir 150 milliards de dollars. Ça veut dire que ça le met dans les 20 premières. Capitalisation boursière, ils sont loin devant beaucoup, y compris de constructeurs automobiles. Oui, clairement, oui. Et tout ça avec un seul robot. Ils ont développé un robot qui s'appelle le robot Da Vinci, qui est un robot qui est, aujourd'hui il y a différents actes, mais qui a fait créer sa croissance autour de la chirurgie de la prostate. Ouais. Alors j'ai bien connu cette société parce que j'ai travaillé, hein, à la fin de ma carrière, c'était une société pour laquelle j'ai travaillé. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement démocratisé la chirurgie de la prostate mini-invasive. Ok. C'est-à-dire que il y avait une technique qui permettait de faire de la chirurgie de la prostate en mini-invasif, dont les bénéfices patients sont absolument indiscutables. Simplement, c'était très compliqué pour des praticiens de le faire. Et grâce à la robotique, en à peine une décennie ou plus, on est passé de une part de marché de la chirurgie mini-invasive de la prostate de quelques pourcents à 90-95%. Ouais. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gens, des hommes, qui se font opérer de la prostate, se font opérer de façon mini-invasive et dans la très large euh, portion des cas, c'est avec le robot Da Vinci. Et si on parle aujourd'hui part de valeur ajoutée dans un robot tel que le tien,
la valeur ajoutée, elle est dans le hardware, elle est dans le software, elle est dans le modèle d'IA, elle est ailleurs. Alors, elle est un peu dans tout ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, nous, au-delà bien sûr des technologies, des challenges technologiques, c'est avant tout une innovation d'usage. C'est la valeur, elle réside dans la capacité à mettre en face d'une problématique médicale, chirurgicale, d'un acte, une solution technologique d'une façon générale, qui met en œuvre de la mécanique, de l'électronique, du logiciel, de l'IA. Et c'est la cohérence entre la problématique et la solution qui est proposée qui va faire le succès ou pas de la solution. D'accord. Et comment t'intègres tout ça, justement alors, tu vas me dire, c'est ta secret sauce. Donc... Non, non, c'est pas. Bah, en fait ça repose beaucoup sur la capacité, en particulier dans les premières phases, à réunir autour de soi des équipes de talents. Hein. Ouais, ouais. Ça va sans dire, mais c'est une évidence. Hein. Moi, je dirais que c'est ma mission principale. De réunir autour de moi des équipes, de réunir des gens qui ont des compétences, qui ont des talents, et de faire, je dirais, travailler tout ça ensemble pour, on va dire, créer une solution qui est cohérente. Mais et, alors ça, c'est un truc que j'ai eu pas mal de discussions avec des industriels. Alors, c'est pas encore à la phase industrielle, hein, mais aujourd'hui, sur le code, encore plus sur l'IA, Mmh. quand tu veux attirer des talents, tes compétiteurs, c'est Facebook, Meta, c'est Google, c'est des sociétés qui ont des capacités d'attraction, de paiement de salaire. Chez OpenAI, les gens gagnent. Nvidia, tous les salariés sont millionnaires aujourd'hui. Enfin, ça pose un autre problème d'ailleurs, mais peu importe. Co- Comment tu attires les meilleurs talents? Alors, Montpellier, c'est vrai que c'est joli, Mmh. mais il n'y a pas que ça. Ouais. Bah alors, nous, on a la chance, hein, bon, on comprend aisément que développer une solution qui va permettre de traiter des patients souffrant du cancer, de guérir des patients qui souffrent du cancer grâce à une solution qui permet donc de brûler des tumeurs euh, à une phase relativement précoce. Ça parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui, effectivement, En sont termes de mission, en ça, démission. guérir le Absolument. cancer ou vendre des publicités en ligne, c'est vrai. Absolument. Ou travailler ou faire sur un réseau social. Bon. Donc, Il y a des vidéos nous, de chat quand même, c'est important. c'est vrai qu'on a la chance de bénéficier d'une forte attractivité parce qu'effectivement, on a une mission qui parle aux gens, qui parle aux gens. Et puis après, à côté de cela, bah, voilà, c'est aussi à nous comment dire, de mettre en place des choses qui soient attractives. Moi, par exemple, j'ai une politique dont je suis relativement fier et qui aujourd'hui a eu des conséquences très concrètes dans mon aventure précédente. C'est que 100% des salariés sont titulaires de BSPCE. D'accord, Donc, lorsqu'on parle on va dire, partager la création de richesse, on est au cœur de cela. d'accord. Lorsque MedTech a été racheté, bien sûr, ça a enrichi le fondateur que je suis, les investisseurs, etc. Mais ça enrichit l'ensemble des salariés, puisque 100% des salariés étaient titulaires donc, de stock options, bien sûr des quantités différentes en fonction du poste, de l'ancienneté, etc. Mais tout ça a été de quelques milliers d'euros jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros. Donc, voilà. Ouais, donc significatif. Tu peux t'acheter ta maison, quoi. Absolument, absolument. Ouais. Et les Américains disent share the wealth, partager comme ça le succès. Et c'est de plus en plus répandu, pas encore assez à mon goût. Mhm, C'est mon côté communiste. mhm. Mais je trouve ça en effet très bien aussi pour attirer les meilleurs talents et aligner les incentives de tous. Là, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes dans 15 hôpitaux dans le monde. C'est Donc ça. vous êtes encore en Un peu phase plus, de. un peu plus aujourd'hui, mais ça change quasiment tous les mois. Mais voilà, on va dire ça. Alors, je te Voilà. prie de m'excuser. Euh, Ça veut dire donc que vous êtes encore dans une certaine phase de test. Il reste combien de phases avant de pouvoir lâcher les chevaux? Non, on vient en fin d'année dernière, on a atteint
la première phase de notre développement telle qu'on se l'était fixé. C'est une phase que l'on appelle dans notre langage le Limited Customer Release. Pour expliquer les choses très simplement, c'est que lorsqu'on développe une solution comme ça, on ne la déploie pas plein pot immédiatement. Nous, on a fait le choix de se concentrer sur un nombre limité d'hôpitaux à qui on a vendu la machine. On ne parle pas de placement de prêt, on a vendu la machine dans un certain nombre d'hôpitaux qui sont, je dirais, au sein de ce qu'on appelle les leaders d'opinion. En France, en Europe, aux États-Unis. En France, on est par exemple à l'hôpital Gustave Roussy, qui est le plus gros centre de traitement du cancer en Europe. On est au CHU de Lyon, on est à l'Institut Paul Calmette à Marseille. Voilà, bon, différents établissements. Aux États-Unis, on est dans des très grands centres comme l'hôpital Baptiste à Miami, on est à MD Anderson, voilà, Mayo Clinic. Et donc pourquoi? Parce que ça a un double intérêt. Ça a le premier intérêt de pouvoir réunir, collecter ce qu'on appelle les évidences. Autrement dit, des données patients, des résultats, pas des données, parce qu'on n'est pas dans l'étude clinique. On est simplement de collecter des données que ces équipes de renom vont pouvoir publier à l'occasion de grands congrès et qui vont expliquer au reste de la communauté, illustrer le bénéfice qu'apporte la machine. Et ensuite, dans la phase dans laquelle on est aujourd'hui, on s'appuie sur cela pour aller convaincre le plus grand nombre. Entre-temps, cette première phase nous a aussi permis d'affiner un certain nombre de choses en termes d'accompagnement des praticiens, suivi, installation, etc. Et on est rentré dans cette deuxième phase où, en tout cas, comme on appelle, on est plein pot maintenant, on accélère très fortement dans le développement. En Europe et aux États-Unis, et y compris en dehors de l'Europe, puisqu'on attaque aussi des marchés dits à l'international, en Asie. On a communiqué récemment avec un accord qu'on a passé à Taïwan, etc. Génial. Mais aujourd'hui, vous produisez combien de robots par mois, sachant qu'on est encore une phase très, très early par rapport à la commercialisation globale? En moyenne, vous êtes à combien de robots et dans 3 ans, idéalement, si le business plan, tout ce qui passe according to the plan, comme on dit, vous pensez arriver à combien de ventes mensuelles ou annuelles? Donc nous, on sait qu'on a une capacité de produire à peu près 200 robots par an dans notre usine ici à Montpellier. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Dans mon aventure précédente, lorsque j'expliquais ça aux investisseurs, ils me disaient mais non, c'est pas possible, il va falloir plutôt que vous trouviez des solutions de production en Asie du Sud-Est, etc., pour tirer les coûts. Moi, je ne crois absolument pas à ce modèle. Lorsque Medtech a été acheté précédemment, tout le monde se dit ah, c'est terminé. Zimmer Biomet, qui est un grand groupe américain qui a des sites dans le monde entier, qui compte plus de 50 personnes, ils vont tout rapatrier aux États-Unis et c'est fini. Non seulement qu'ils n'ont pas rapatrié, mais en plus, ils ont étendu les moyens de développement et de production. Ils ont fait construire une usine à Montpellier. Ah ouais. Pour 800 millions, cela dit, tu peux faire un peu d'investissement. Hein. Absolument. Ils ont fait construire une usine de 5000 m2 et ils ont fait de Montpellier le centre de fabrication des robots qui vont dans le monde entier. D'accord. Donc maintenant, tous les robots qui sont vendus par le groupe Zimmer Biomet sont produits ici à Montpellier. Ce qui fait que tu as un écosystème, y compris dans les opérations, à Montpellier, de gens qui savent faire des robots médicaux. Et donc, si tu as besoin de monter en cadence, tu peux trouver des gens formés. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on avait pensé, on avait imaginé ce que pourrait être le système de production. Zimmer l'a fait. Et aujourd'hui, parce que Zimmer l'a fait, parce qu'on l'a vu, parce qu'on a nos anciens salariés qui sont ensuite passés par Zimmer, qui sont venus, on a aussi appris de toutes, on va dire, leurs compétences, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'on est capable de le faire. Et donc, on est capable de monter en puissance. Accessoirement, un autre petit point que tu as évoqué très rapidement, qui me paraît important, c'est que, chemin faisant, on a vraiment créé un vrai écosystème de la robotique médicale chirurgicale sur Montpellier. Aujourd'hui, il faut savoir que sur Montpellier, la robotique médicale chirurgicale, c'est plus de 450 emplois directs. Bien sûr, avec Zimmer Biomet,
avec Quantum Surgical, mais il y a également des startups qui sont créés avec d'anciens salariés dans les sociétés et qui ont créé leurs propres startups et qui sont dans différents domaines. Et donc, on a un vrai écosystème de la robotique médicale chirurgicale ici. Ouais, bah, il y a la Med Valley de manière plus générale, où il y a aussi du savoir-faire. Enfin, Montpellier, aujourd'hui, dans la start-up, dans l'écosystème start-up médical, c'est là où ça se passe, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est assez intéressant parce que c'est une démarche que moi j'aime appeler bottom-up. C'est vrai que, par exemple, il y a quelques années, puisque toi tu es, on va dire, un fidèle, on va dire, témoin de tout ce qui se passe dans ces écosystèmes, on avait créé les pôles de compétitivité. Ouais. D'accord. Bah, ça a plus ou moins pris. Et moi, je suis assez fier qu'ici à Montpellier, on ait pu créer l'équivalent d'un pôle de compétitivité dans le domaine de la robotique médicale, je dirais par nous-mêmes. On l'a presque imposé. Aujourd'hui, on est devenu, je crois pouvoir dire vraiment très humblement et sans trop me tromper, qu'on est aujourd'hui la capitale française et probablement européenne de la robotique médicale. Parce que effectivement, c'est d'ici que part le plus de sociétés, il y a plus d'emplois, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, remarquable. Et bien sûr, ça s'inscrit, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans on va dire ce projet plus global qui est le projet dit de Med Valley. Au cours des dernières décennies, on a vécu un bashing de l'industrie en France, 30-40 dernières années, qui fait que bon nombre d'ingénieurs sont partis faire autre chose que de l'ingénierie. Ils sont partis dans la finance, dans la banque. Aujourd'hui, tu dois croiser des nouvelles générations d'ingénieurs. Mhm. Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils reviennent rejoindre un peu des projets comme le tien dans le hardware, dans l'industrie, plutôt que d'aller vendre des vidéos de chats sur Facebook? Alors, je leur dis bien sûr des choses, mais c'est vrai qu'il faut aussi dire très humblement qu'il y a des modes. Moi, c'est vrai que quand je suis sorti à l'époque, quand j'étais diplômé, de l'INSA, à l'époque, la mode, c'était les grands groupes. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on sortait d'une grande école, d'ingénieur ou autre, etc., c'était bien, on allait dans les grands groupes. Ça, on va dire, c'est les fins des années 90, ça a été les grands groupes. Puis après, on a tous connu la mode, la tendance de la finance. Ouais. Les gens qui faisaient Polytechnique, etc., ils allaient bosser pour des banques, machin chouette, ils allaient bosser. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'appétence pour la start-up. Et c'est vrai que moi, je suis très étonné de voir, y compris, on a au sein de nos équipes des gens qui sortent de très grandes écoles et qui viennent taper à la porte de start-up, ce que l'on n'aurait pas vu il y a 10 ou 20 ans. Ouais, je suis d'accord. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans une recherche, c'est un petit peu aussi à mettre en corrélation avec la société, avec les valeurs de la société qui évoluent en fonction de différentes choses. Et d'une façon générale, et on l'a évoqué tout à l'heure, je crois qu'il y a une recherche de sens, d'une façon générale, de la part des T'es bien placé. voilà. Et donc, dans ce jeu de la recherche du sens, nous, on a des choses, on a des arguments à faire valoir. Ouais. On a des arguments à faire valoir. Et voilà. Et ce qui fait qu'on a, je crois pouvoir dire qu'on a la chance de bénéficier d'une attractivité qui, en plus, est doublée d'une certaine visibilité de la société et qui fait qu'on voilà, on arrive à recruter, bien sûr, au niveau national, y compris au niveau international, de façon voilà, assez efficace. Ben, avant de conclure, c'était ma dernière question. Euh, alors malheureusement, je n'ai pas les compétences et puis bon, j'ai un boulot actuellement. Mais tu recrutes en ce moment? On continue, on recrute en permanence. Cette année, on prévoit de recruter une quarantaine de personnes à Montpellier. On a Vers aussi besoin. quel type de poste? Alors, ça évolue. Aujourd'hui, c'est plutôt des postes commerciaux, support technique, marketing. On recrute également énormément aux États-Unis, puisqu'on a aujourd'hui une équipe d'une trentaine de personnes aux États-Unis, une équipe qui est purement commerciale et après-vente. C'est d'ailleurs proportionnellement aux États-Unis que ça va grossir le plus rapidement, parce que D'accord. c'est aussi le plus gros marché. Ah oui. Donc oui, on continue, on est dans une dynamique de croissance C'est génial. pour Donc, faire face on à peut retrouver toutes les offres sur ton site, j'imagine? Absolument, absolument. On a la chance d'avoir une super équipe. On a une super DRH et une très belle équipe qui font un travail extraordinaire. Et donc voilà.
Tu envoies des VIE aux US aussi ou pas? Alors non, parce qu'en fait, nous, on a une politique Ouais, aux US, on a une équipe 100% US. ouais, je comprends. On fait pas de, voilà, on recrute des Américains aux États-Unis. Ouais, On est Américain aux États-Unis, on est Français en France, on est voilà, on est Allemand en Allemagne, on est voilà. En tout cas, il y a des opportunités de malades à saisir. Écoute, merci Bertin pour ton temps et pour tout ce partage que j'ai trouvé absolument très inspirant et passionnant. Avec plaisir. J'espère que nos auditeurs aussi. Je vais te laisser retourner sauver des vies pendant Merci. que moi je vais fermer ce podcast. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. C'est ce qui nous permet d'être mieux partagés avec les algorithmes de nos plateformes préférées. Pensez aussi à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur les sujets de convergence entre la tech et l'industrie 4.0. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci Jean-Philippe.